Bonjour tout le monde, à nos abonnés, nos sociaux, nos téléspectateurs et bienvenue pour un nouvel épisode des Indiscrets sur le Média, votre rendez-vous hebdomadaire politique avec Nils. Grâce à son carnet d'adresses sans égal, Nils nous permet d'arpenter chaque semaine les coulisses de la politique française. Et avouons-le, on adore ça. Au sommaire de cette émission, Emmanuel Macron en pleine crise de parano. Le président sortant est confronté aux ambitions de ses alliés pour 2027. Nils nous en dévoile les coulisses. Et puis en pleine campagne des municipales, tous les coups semblent permis, y compris entre amis. Nils a enquêté sur les basses manœuvres entre candidats. La France insoumise d'extrême gauche, c'est le classement établi par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, avant les municipales, et ça fait scandale. On va vous en parler. C'est parti pour les Indiscrets. Bonjour Nils, comment ça va aujourd'hui ? Écoute, ça va, on fait aller, merci beaucoup. Et avant de démarrer et d'entrer dans le vif du sujet, une petite précision que tu dois nous apporter par rapport à la dernière émission. Oui, Marie-Lise Léon n'est pas présidente de la CFDT, comme je l'avais indiqué la semaine dernière dans l'émission. Elle est secrétaire générale de la CFDT. Voilà, précision utile et donc apportée à nos abonnés. Effectivement, tu as bien fait, il faut être rigoureux. Sinon, on ne sait jamais, les commentaires peuvent être un peu plus compliqués parfois. Revenons à notre sujet du jour. Emmanuel Macron n'est pas content, Nils. Et non, et pourtant, notre président bien-aimé a au moins un motif de satisfaction. Sa cote de popularité a remonté en flèche. Alors, pas chez l'ensemble des Français, chez ses propres sympathisants. C'est déjà pas mal parce qu'elle avait beaucoup baissé ces derniers mois. Alors effectivement, il reste très très impopulaire au niveau de la population de manière générale, mais il regagne du crédit chez ses sympathisants avec un bond de 14 points en un mois, 63% des sympathisants ensemble, donc qui rassemblent Horizon, Le Modem et Renaissance, lui font confiance. C'est ce qu'a observé le Figaro Magazine dans son dernier baromètre réalisé par l'Institut Verian, qui rappelle peut-être l'effet lunettes de soleil ou le fameux « for sure ». Certains se sont même amusés à en faire des remixes ces derniers jours. Regardez. For sure, for sure, for sure. For sure. For sure. For sure. Sometimes it's too slow. For sure, for sure. And needs to be reformed. For sure, for sure. Sometimes it's too slow. Slow, 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 slow. And needs to be reformed. For sure. Voilà, alors on se console comme on peut, Cyril, et d'ailleurs Emmanuel Macron a réagi dans un direct sur Brut à cette vibe inattendue. Je pense que c'est à la fois le caractère un peu insolite de ces lunettes, le moment aussi qui est un moment de très forte tension politique avec les États-Unis et le fait qu'on ait un peu dit stop, et la franchise, et puis la France à l'international, mais c'est très simple. Mais c'est quand même une bien maigre consolation au moment où un champ de ruines se dresse dans son propre camp et que les appétits de ses obligés s'aiguisent. Attal, Édouard Philippe, Darmanin, Lecornu, tous sont des héritiers du macronisme, en quelque sorte, même si certains s'en défendent, comme Édouard Philippe par exemple, et Gabriel Attal aussi. Il faut dire effectivement qu'après 10 ans de pouvoir, le macronisme est démonétisé, je crois qu'on peut le dire, c'est l'euphémisme du jour. Et évidemment, ça fait cogiter les équipes des potentiels candidats ou futurs candidats. Dans le cas d'Édouard Philippe, il est déjà déclaré, et ça fait cogiter effectivement leurs équipes qui se demandent comment s'y prendre avec le macronisme, et notamment un soutien de Gabriel Attal qui m'explique: est-ce qu'il faut défendre le bilan macroniste ou assumer une rupture? C'est un point qui n'est toujours pas tranché, me dit-il. Si on défend le bilan, on passe pour des clones de Macron. Si on le critique, on nous accuse de cracher dans la soupe. Voilà, évidemment, c'est un peu la question de l'œuf ou de la poule. C'est pas tranché pour le moment. Alors, au départ, Édouard Philippe et Gabriel Attal ont joué la carte de la rupture avec Emmanuel Macron. Le premier tient le président pour responsable de la situation politique actuelle et porte un jugement très sévère sur ses quinquennats. Regardez. On entend le président de la République dire qu'il est le garant de la stabilité. Mais objectivement, qui a créé cette situation de très grande instabilité et pourquoi ? Il se trouve que c'est lui. Je pense qu'il a une responsabilité éminente à la fois dans la cause de cette affaire et dans la façon de le régler. Comme beaucoup de Français, je ne comprends plus les décisions du président de la République. Il y a eu la dissolution et il y a depuis des décisions qui donnent le sentiment
une forme d'acharnement à vouloir garder la main. Voilà, alors entre-temps, le problème c'est que Édouard Philippe a pris cher dans les sondages, hein, notamment de la part de son électorat macroniste, hein, qui n'apprécie peut-être pas parfois les décisions d'Emmanuel Macron, mais qui déteste encore plus ce qu'ils appellent les traîtres. Et donc on l'a vu revenir sur ses propos, hein, en ouvrant sa campagne pour les élections municipales au Havre. Voilà, donc Édouard Philippe esquisse, hein, mea culpa envers Emmanuel Macron. Hein, on l'a vu sur RTL, effectivement, en expliquant que parfois il était trop brutal. Nils, tu viens de parler d'Édouard Philippe, tout à l'heure Gabriel Attal, mais qu'en est-il de Gérald Darmanin ? Oui, Gérald Darmanin, lui, il joue un peu une carte à part, hein. Il joue la carte de la fidélité, du moins en apparence, hein. C'est ce que m'explique l'un de ses soutiens. Il fait remarquer d'ailleurs qu'il n'a jamais trahi ni Nicolas Sarkozy, ni Emmanuel Macron. En tout cas, pour le moment, c'est pas au programme. Et puis, c'est vrai que Gérald Darmanin le communique à sa manière, hein. Il explique notamment aux Parisiens, voilà 9 ans que je suis ministre et que je délivre des réformes. Je suis d'une loyauté indiscutable au président. C'est ce qu'il déclare, affirmant au passage qu'il contribuera, je cite, d'une manière ou d'une autre à la présidentielle, et évidemment qu'il veut peser sur cette élection, c'est ce qu'il assure, hein. Alors il nous fait aussi un petit élément de communication. Il ne serait pas digne de se désintéresser de l'élection de 2027 alors que le RN est favori pour l'emporter. Alors traduction d'un de ses conseillers, hein, si Darmanin lorgne sur l'Élysée, c'est au nom de l'intérêt général. Décidément, Cyril, on ne le mérite pas. Alors, Libé a révélé cette semaine que notre ministre de la Justice actuel a invité Édouard Philippe et Bruno Retailleau, hein, pour un dîner mardi soir place Vendôme, et il plaide pour une seule candidature à droite et au centre. Alors, la sienne, hein, évidemment, si possible. Et Macron, que pense-t-il de ses héritiers présomptifs ? Il ne laisse rien paraître. Non, effectivement, pour le moment, Macron joue les sphinx, hein, c'est vrai. Il faut dire aussi que le président veut présider et user de ses pouvoirs jusqu'au bout, en tout cas ceux qui lui restent, hein, en l'absence de majorité au Parlement. Mais comme me l'explique l'un de ses anciens conseillers, on en a déjà parlé dans cette émission, on en a parlé dans d'autres émissions sur le média, le président est un peu l'ingénieur du chaos, hein, ou en tout cas il se plaît à s'imaginer comme tel. Et c'est vrai qu'il va user, disons, de son pouvoir jusqu'au bout, quitte à laisser un champ de ruine politique, c'est déjà un petit peu le cas. On va passer maintenant à notre second sujet. Fuite, boule puante, espionnage, les municipales sont l'occasion de toutes les trahisons. Nils, tu as enquêté sur ces basses manœuvres. Et oui, à chaque élection, c'est la même histoire, hein. Les journalistes, dont votre serviteur, reçoivent sur leur boîte mail ou leur bureau, bon ça c'était il y a quelques années, maintenant c'est plutôt par mail anonymisé, des informations sur les candidats aux municipales, hein. Parfois ce sont des petits riens, un souci administratif avec une candidature, un visuel de campagne non conforme, éventuellement et potentiellement retoqué par la commission des campagnes électorales. Mais souvent c'est plus grave, hein. Par exemple, on a appris hier à Toulouse la condamnation d'une ex-élue toulousaine, hein, proche de Jean-Luc Moudenc, hein, l'homme fort de la ville. Laurence Haribagé a une peine de 5 ans d'inéligibilité, de 18 mois de prison avec sursis et de 10 000 euros d'amende. Dis donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a été condamnée pour avoir déstabilisé, je cite, de manière illicite son adversaire aux législatives de 2017. Hein, son adversaire qui donc s'appelle Karine Vignon. Elle a relayé, cette dame, des accusations de fraude fiscale et de travail dissimulé, dis donc. Et donc, Madame Haribagé aurait effectivement agi avec l'aide d'un ancien agent des impôts et d'un ex-employeur de sa rivale, tous deux également condamnés en première instance. Alors, évidemment, il n'y a pas des cas aussi graves, mais il y a aussi d'autres soucis qui peuvent attendre les candidats au tournant. Il y a des propos problématiques. On l'a vu avec le Rassemblement national. On découvre, hein, de nouvelles affaires, de nouvelles révélations tous les jours, notamment de nos confrères et consoeurs de Libération. Leurs candidats au Rassemblement national, ils sont régulièrement épinglés pour leur racisme, leur homophobie ou leur antisémitisme, hein. Ce qui fait dire au vice-président du RN, Sébastien Chenu, eh bien, dis donc qu'il ne peut pas tout savoir, hein. Bon, c'est une défense qui est quand même un peu piteuse. Il y a la question des choix de candidats faits par le Rassemblement national, dont je rappelle que vous êtes le vice-président. Certains d'entre eux sont épinglés pour des propos racistes, complotistes. Je voudrais qu'on prenne l'exemple de Carpentras. Vous avez retiré son investiture hier à Christian Richaud-Simoni, après des articles de presse, dans le cas d'espèces de Libération, qui reprenaient certains de ses tweets. J'en cite 2 en 2017 sur la députée La France Insoumise Danielle Obono. Ouvrez les guillemets, que cet Obono retourne avec les bonobos de son pays. Même année, cette fois sur l'acteur Omar Sy. Quand on a la bouche plus grande que la tête, on raconte forcément du vent qu'il s'occupe de ses chèvres. Voilà ce que tweetait ce candidat. Qu'est-ce qui se serait passé si Libération n'avait pas
exhumer ces tweets qui dataient de 2017? Bon, deux choses d'abord. C'est pas à Libération de décider qui doit être candidat ou pas l'être dans notre pays. Nous, on est un parti politique responsable. Quand on apprend, on ne peut pas toujours tout savoir. Souvent, les journalistes sont tuyautés par les équipes des candidats et parfois par les candidats eux-mêmes. Ouais, alors je dois t'avouer que ça m'est arrivé, hein. J'ai couvert des municipales dans plusieurs villes, notamment dans d'anciens médias. Effectivement, certains candidats sont les premiers à alimenter ce qu'on appelle la boîte à merde. Désolé pour le vocabulaire, mais je cite le conseiller de l'un des candidats d'une grande ville dans le sud de la France, hein, voilà, qui m'explique effectivement comment ça fonctionne. J'ai fait des campagnes où j'étais chef poubellier, c'est comme ça qu'il intitule son poste, hein. On prend quelqu'un qui sait faire les poubelles, il faut avoir l'habilité de prendre une source d'information bien renseignée, donc avoir un réseau de renseignement ultra performant. Voilà, donc c'est un peu le recueil des informations, et notamment des informations les plus sensibles, les plus à même de faire trébucher les rivaux, les adversaires, et parfois même les alliés. C'est un peu un passage obligé dans les campagnes électorales, y compris donc les municipales. Souvenez-vous de l'affaire Griveaux en 2020, on a l'impression que c'était un siècle, mais non. Et un conseiller politique macroniste m'explique que dès le mois de 2019, des dossiers sur Griveaux pouvait circuler, m'explique cette source. Pour ma part, dit-il, je conseillais à des députés de ne pas s'engager avec lui en leur prédisant qu'il n'irait jamais jusqu'au bout. Et effectivement, le lendemain, notamment quand il a dit ça à une députée macroniste qui lui demandait si elle devait aller avec Griveaux, la vidéo effectivement de son sexe était diffusée sur les réseaux et 24 heures après, le candidat démissionnait. Alors bon, évidemment, ça va pas toujours aussi loin parce que là, c'est quand même du revenge porn et puis c'est puni par la loi. Et d'ailleurs, l'artiste russe Piotr Pavlensky, qui était à l'origine de la diffusion de cette vidéo, a été condamné en 2023 pour ces faits. Alors, on n'en est pas encore là à Paris cette année, mais c'est vrai que la guerre fait rage entre macronistes sur le soutien ou non au candidat Bournazel, investi officiellement par Gabriel Attal avec Horizon, et la candidature de Rachida Dati, qui elle est soutenue par les Macron à l'Élysée et d'autres chefs à plume du parti présidentiel. Donc, preuve de cette division, Aurore Berger fait partie de la team Dati et Schiappa de la team Bournazel, c'est ça? Oui, tu vois, c'est une sacrée équipe quand même. Ouais. Ce transfuge a d'ailleurs alimenté les rumeurs, certains affirmant que Marlène Schiappa n'avait rejoint Bournazel que par défaut, car Rachida Dati n'en voulait pas dans sa campagne. Voilà, c'est ce qu'affirme notamment le Canard enchaîné cette semaine. Donc le groupe vit bien, comme on dit dans le football. Toujours chez les macronistes. Ceci dit, ce n'est pas beaucoup mieux à gauche. Regardez les invectives que s'échangent les candidats LFI et PS à Paris sur les réseaux sociaux, ou encore, notamment chez les écolos, Tondelier ce matin qui crie à l'opération de déstabilisation à Paris, car deux écolos, malheur, ont rejoint Sophia Chikirou sur sa liste pour les municipales. Écoutez la chef des Verts sur France Info. Donc ils partent, y compris contre nous à Grenoble, où on dirige la ville ensemble depuis 2014. Ils partent contre nous à Tours. Vous avez des adjoints à qui on m'explique, Paul Vanier nous a ordonné de, faites ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais voyez, à la fin, c'est pas que ceux qui en restent à l'écart et qui passent plus de temps, comme c'est le cas de monsieur Delogu à Marseille ou de madame Chikirou à Paris, à taper sur les socialistes ou sur la gauche plutôt que sur la droite et l'extrême droite qui menace. Voilà, donc elle n'est pas très contente, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors au point quand même, la parano règne dans les équipes, au point que les équipes de chaque candidat ont reçu des consignes strictes de sécurité. On ne discute pas stratégie politique dans un café bondé ou dans les transports. On ne laisse pas traîner de documents stratégiques ou d'agenda, y compris au QG de campagne, dis donc. Donc tu vois que ça peut aller quand même très loin. Ouais, on ne sait plus à qui faire confiance là. Ouais, et la confiance ne règne pas, c'est le cas de le dire. Alors, il faut quand même avouer que ça peut arriver. Moi, je me souviens d'une histoire, alors qui n'a pas été publiée, mais c'est effectivement une conseillère politique qui avait oublié un dossier électoral très sensible sur la banquette d'un bistrot à Paris, qui me l'avait avoué quelques mois après, en me disant, heureusement, on a retrouvé le document intact, mais voilà, ça peut arriver, y compris dans les moments de stress, évidemment. Alors, évidemment, c'est vrai aussi que les équipes de campagne sont en permanence à la recherche de points faibles pour attaquer les faiblesses de leurs adversaires, et notamment, alors en principe sur la politique, mais ça peut aller évidemment à d'autres domaines. J'ai même parlé aux membres d'une campagne au centre qui a infiltré une campagne concurrente plusieurs mois avant pour savonner la planche ou surveiller le candidat adverse pour avoir toutes les informations et pouvoir évidemment le contrôler au besoin. À Paris encore, cette fois c'est plutôt à droite et au centre, démission fracassante cette semaine de Paul Hatt, le coprésident du groupe Renaissance au Conseil de Paris, annoncé donc ce 3 février dans les colonnes du Figaro, qui a fait l'effet d'une bombe politique à droite et au centre. L'homme de 32 ans dénonce la prétendue gauchisation de la campagne de Bournazel, le candidat donc officiel de Renaissance et d'Horizon, faut le faire,
quand même, dont il était pourtant l'un des principaux soutiens à 6 semaines du premier tour, à tel point qu'un élu Renaissance de Paris me dit « Lui, c'est vraiment le traître puissance 1000, c'est dégueulasse de se tirer si près des élections tout en crachant dans la soupe ». Alors Paul Hatt, lui, se défend et sous-entend que l'objectif de Pierre-Yves Bournazel serait de faire élire un maire de gauche au 3e tour du Conseil de Paris, pour contrecarrer Rachida Dati, ce qui équivaut à une trahison, évidemment, de la droite. On voit la réponse de Schiappa qui s'affiche, qui s'est imposée donc par défaut ou par conviction, on ne sait pas trop, comme porte-flingue de Bournazel. Regardez, voilà, donc elle crie évidemment au Trumpisme. Il faut dire que l'ancienne ministre est une experte en la matière. Regardez, petite séquence souvenir. Pour m'apercevoir, il faut que je passe en mode robot, débat, self-control. Je ne réponds à aucune question. Élément de langage, le gouvernement reviendra vers vous ultérieurement. Je ne dis rien, je ne réponds à rien. Et là, je commence à me conditionner moi-même. T'es en plateau de BFM TV face à un opposant un soir d'élection que t'as perdu et tu dois expliquer que non, c'est pas vraiment une défaite parce que j'ai compris le message des Français, etc. Donc je passe en mode langue de bois, pardon, mais j'ai un mode comme ça qui est activé depuis 20 ans. Il existe ce mode et je peux le faire on-off. Donc je me mets on, je me dis, réponds jamais, réponds à rien, embrouille-les. Voilà, une leçon de communication politique post-vérité par la grande prêtresse de l'embrouillage en personne. Mais bon, trêve de plaisanterie, la prudence, certains diront la parano qui règne parmi les équipes des municipales semble raisonnable au regard de toutes les informations et parfois des boules puantes que l'on reçoit tous les jours. Ah tiens Nils, tu as laissé ton téléphone allumé, on dirait. Oui, Cyril, c'est une information qui vient de tomber. Un contact me dit que Rachida Dati aimerait beaucoup prendre son petit déjeuner avec une rivière de diamants au cou, tu vois, bon, les rumeurs, non, mais je plaisante évidemment, mais tu vois, bon, c'est le genre de message qu'on reçoit, on en rigole, mais parfois c'est à ce niveau. Effectivement, la politique, un univers impitoyable. On passe maintenant au 3e sujet de cette émission avec la colère de la France insoumise. Oui, c'est un moment de gravité politique. La formation de Jean-Luc Mélenchon s'est indignée ce jeudi de sa classification à l'extrême gauche pour les prochaines élections municipales. On croyait effectivement cette polémique éteinte, mais non. Une circulaire signée par Laurent Nunez permet au préfet de classer les partis selon leur sensibilité en vue des municipales. Bon, ça c'est toujours la même chose. Et effectivement, la France insoumise n'est pas très contente. Et même les idiotocrates, y compris sur BFM, semblent leur donner raison. Regardez ce matin. Il est 7h53. Arthur, une fois n'est pas coutume ce matin. Je n'y crois pas, mais vous volez ce matin au secours de la France insoumise. Oui, parce que les insoumis sont rouges de rage depuis que le ministère de l'Intérieur les a classés à l'extrême gauche pour les municipales. Une première que le gouvernement assume, certes, mais que les mélenchonistes, eux, contestent sur les réseaux sociaux, dans les médias, mais aussi devant le Conseil d'État. Ah mais attendez, là c'est BFM qui prend la défense de LFI, c'est bizarre. Attendez, on attend la fin de la séquence peut-être. Pour vous, l'extrême droite n'existe pas? Si, elle existe, mais je ne crois pas tellement qu'elle se retrouve au RN. Ah voilà, on a eu peur un moment que BFM fasse un traitement équilibré de la France insoumise. Bon, évidemment, si c'est pour les mettre sur le même plan que le Rassemblement national, tout va bien, on est rassuré. Alors forcément, chez la France insoumise, on n'est pas très content de la décision du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. C'est un euphémisme, Mélenchon en rage, comme tous les insoumis d'ailleurs. Et cette fois, la colère de la France insoumise peut se comprendre. En 2024, le Conseil d'État avait tranché en validant la décision du ministère de l'Intérieur de classer la France insoumise dans le bloc de gauche. Et à l'époque, le prédécesseur de Nunez, il s'appelait Gérald Darmanin. Pas vraiment un gauchiste patenté. Tu peux nous expliquer, Nils, justement, ce que dit cette circulaire et qu'est-ce qu'elle disait à l'époque, du coup? Oui, alors c'est un peu technique, même pour moi, je t'avoue, mais je vais essayer de résumer ça de manière intelligible. En gros, il y a une circulaire qui est revue par le ministère de l'Intérieur avant chaque élection, officiellement, pour clarifier la sensibilité politique des listes et pour faciliter l'analyse et la lisibilité des résultats. Parce que parfois, on peut s'y perdre. Et donc, c'est ce qu'on appelle le nuançage. Et c'est important, notamment parce que les candidats des listes parfois ne sont pas directement rattachés au parti avec lequel ils se présentent. Par exemple, on a nos 2 écolos maudits, suspendus par la direction des Verts pour avoir rejoint la campagne de Sophia Chikirou à Paris. Donc effectivement, il y a plusieurs grilles dans cette circulaire. Il y a une grille dite de regroupement des nuances politiques par bloc de clivage qui définit des blocs au sein duquel sont incluses les différentes nuances. Alors, c'est des blocs qui sont particulièrement importants pour le comptage des résultats et c'est uniquement dans cette liste que la France insoumise est intégrée au bloc de l'extrême gauche, au même titre que le NPA ou Lutte ouvrière. Or, le souci, c'est que LFI ne se situe pas vraiment à l'extrême gauche. Et d'ailleurs, il y a un consensus historique autour de cette question.
Oui, 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 il y a des historiens, des sociologues, des chercheurs, voilà, politologues, y compris d'ailleurs qui ne sont pas classés à gauche, hein, qui ont déjà expliqué à maintes reprises, et notamment en 2024, quand la première polémique avait éclaté, que la France insoumise faisait partie de la gauche radicale, mais pas de l'extrême gauche. Hein. La formation de Jean-Luc Mélenchon, elle cherche une rupture par la voie des élections. C'est pas le cas de l'extrême gauche qui cherche plutôt à tout péter, entre guillemets, hein, une forme d'action directe. Et l'extrême gauche n'est pas parlementariste. Historiquement, contrairement à la France insoumise qui respecte le jeu parlementaire. Mais alors, quelle mouche a piqué le gouvernement ? C'est de la politique, c'est de la petite politique politicienne. Hein. On l'a dit avant dans le deuxième sujet, en temps de campagne, tout est permis. L'exécutif, donc Macron et Le Cornu, et les macronistes en général, ont désigné LFI comme l'ennemi à abattre au profit du RN pour ces élections et à l'avenir. Communautarisme, extrémisme, islamo-gauchisme, tous les mots en isme, le champ lexical des ismes sont de rigueur pour décrédibiliser les partisans de Mélenchon avant 2027, et notamment sur le terrain, les préfets qui sont désormais directement nommés par l'intérieur et l'Élysée, puisqu'on rappelle quand même qu'Emmanuel Macron a dégommé le corps préfectoral, sont encouragés à taper sur les élus insoumis. Alors, dans un premier temps, l'intérieur a même refusé de répondre aux questions des journalistes sur ce changement de classification, mais j'ai fini par joindre ce matin le cabinet de Laurent Nunez, qui m'a transmis une réponse du ministre faite dans la soirée hier lors d'un déplacement à Charleville-Mézières. Voilà ce qu'explique le ministre. Chez la France insoumise, il y a un refus de la discussion parlementaire, il y a des appels systématiques à la censure, on refuse d'aller voir le gouvernement pour des réunions de travail. C'est dans ce cadre-là que nous avons classé la France insoumise dans le bloc d'extrême gauche. C'est ce qu'explique Laurent Nunez. Bref, on voit qu'il y a beaucoup de mauvaise foi quand même, parce que si effectivement ne pas se rendre à des réunions organisées par l'Élysée pour entendre Emmanuel Macron dégoiser sur la situation internationale pendant 4 heures, ou simplement pour parler de redécoupage électoral, est-ce que ça suffit à placer une étiquette censée faire rejeter LFI aux yeux du public, aux yeux des électeurs, pour des raisons purement électoralistes? C'est d'autant plus problématique que la question des classifications, elle est éminemment sensible dans la classe politique. J'en ai parlé, j'espère avoir eu des explications à peu près intelligibles, mais la preuve, c'est que le Rassemblement national a attaqué la qualification d'extrême droite, dont il est affublé devant le Conseil d'État, mais a toujours perdu à ce petit jeu, en tout cas qui ne va pas arranger les tensions électorales d'ici les municipales et même la présidentielle en 2027. Je l'ai déjà dit, plus que jamais, tous les coups semblent permis. Effectivement, Nils, et merci pour toutes ces infos. Et c'est la fin de cette émission. Merci à Nils d'avoir été avec nous. Et donc, je vous invite à suivre les programmes du Média. Bonne journée à vous.